L'Ukraine vient de porter la guerre au cœur même de la Russie, frappant Moscou durement avec l'une des plus grandes attaques contre la capitale du pays depuis le début du conflit. Bien que la ville soit entourée de radars et de défenses aériennes, le Kremlin semble avoir été surpris par cette attaque. De multiples explosions et d'épais panaches de fumée ont été filmés autour de la ville. C'est l'un des signes les plus clairs que l'Ukraine est en position de force et que Vladimir Poutine a perdu le contrôle de son espace aérien. L'incident s'est produit dans la nuit du 26 au 27 octobre, lorsque des essaims de drones ukrainiens ont franchi la frontière et se sont dirigés directement vers la région de Moscou et plusieurs autres régions de l'ouest de la Russie. Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir intercepté 193 drones, dont 40 au-dessus de Moscou. Le ministère a précisé que 34 de ces drones se dirigeaient vers la capitale lorsqu'ils ont été abattus. Plusieurs autres régions, dont Kalouga, Briansk et Toula, ont également été visées. 47 drones ont survolé la région de Briansk, 42 la région de Kalouga, 40 la région de Moscou, dont 34 drones se dirigeant vers Moscou, 32 au-dessus de la région de Touladix, au-dessus de la région de Koursk, 7 au-dessus de la région d'Oriol, 4 au-dessus de la région de Rostov, 4 au-dessus de la région de Voronej, 2 au-dessus de la région d'Orenbourg, 2 au-dessus de la région de Tambov, 1 au-dessus de la région de Belgorod, 1 au-dessus de la région de Lipetsk et 1 au-dessus de la région de Samara. Le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, a confirmé que des dizaines de drones ukrainiens ont visé la capitale. Il a publié en ligne tout au long de la nuit, affirmant que les défenses aériennes de la ville repoussaient avec succès toutes les menaces entrantes. Il a également mis en garde les habitants contre le risque de chute de débris, en les exhortant à rester chez eux. Pendant ce temps, 2 des 4 principaux aéroports de Moscou, Domodedovo et Tchikovski, ont temporairement suspendu leurs opérations en raison de craintes d'activité de drones dans la région. Aucun dégât majeur n'a été signalé à Moscou, le Kremlin affirmant avoir abattu les drones de Kiev. Cependant, comme nous le savons d'après l'expérience passée, les responsables russes ont tendance à avoir une relation très approximative avec la vérité. La Russie manipule le récit et les statistiques pour servir ses intérêts, cachant ce qu'elle ne veut pas divulguer. À l'ère d'Internet, la vérité finit toujours par éclater. Et les réseaux sociaux russes ont rapidement été inondés de messages paniqués publiés par les habitants de Moscou, accompagnés de photos et de vidéos montrant la silhouette de la ville enveloppée de nuages de fumée s'élevant dans les airs. Les habitants ont également signalé plusieurs fortes explosions secouant les rues de la ville. Et avec près de 22 millions de personnes vivant dans la région métropolitaine de Moscou, il est impossible de savoir combien d'habitants de la ville ont passé la nuit du 26 octobre dans un état de choc et de peur, ressentant seulement une infime partie de ce que vivent les civils innocents de Kiev et d'autres villes ukrainiennes presque chaque nuit, alors que d'immenses essaims de drones et de missiles russes frappaient leurs maisons et alentours. D'après les chaînes russes, un drone ukrainien aurait touché un immeuble de grande hauteur. Des analystes ont aussi évoqué la possibilité qu'un système de défense aérienne russe ait mal jugé sa trajectoire et tiré accidentellement sur une cible amie. Bien que cela puisse sembler ridicule, ce ne serait certainement pas la première fois que les défenses aériennes russes commettent ce genre d'erreur. Il y a une semaine, début octobre, une autre erreur de tir fratricide s'est produite. Un système de défense aérienne, Panzer S-1 russe, a tiré un missile pour intercepter des drones ukrainiens dans la région. Malheureusement pour la Russie, le missile a raté sa cible et a été filmé avant de s'écraser sur un immeuble résidentiel, provoquant une explosion qui a brièvement illuminé le ciel nocturne avant que de la fumée ne s'échappe du bâtiment. Un autre incident tristement célèbre s'est produit en 2023 lorsqu'un avion de chasse russe Sukhoi 34 a accidentellement largué une bombe sur la ville russe de Belgorod, à environ 40 km de la frontière ukrainienne. L'explosion a blessé 3 personnes et endommagé des habitations et véhicules. Donc, la Russie a effectivement des antécédents en matière de frappes accidentelles contre sa propre population et ses infrastructures. Et dans une ville comme Moscou qui est si densément peuplée, avec tant de gratte-ciel tout autour, il ne serait pas du tout surprenant qu'un missile de défense aérienne rate accidentellement sa cible et percute à la place un bâtiment voisin. Malgré les affirmations du Kremlin sur l'échec total de l'attaque, il est évident que certains dégâts ont touché des zones de la ville. Les journalistes d'Astra ont même identifié l'emplacement précis d'où provenaient certaines épaisses colonnes de fumée. De la fumée est visible près de Kominarka à Moscou après des explosions. Astra a géolocalisé des photos de témoins. Dans la nuit du 27 octobre, des drones ont été abattus dans la région de Moscou, a rapporté le maire de Moscou.
Des explosions ont été signalées dans plusieurs villes de la région de Moscou, dont la capitale. À Kominaka, Moscou, de la fumée a été vue après des explosions, selon des témoins. Astra a géolocalisé. Les images ont bien été prises à Kominaka, où de la fumée est visible près de la rue Prioktorovani. Astra a aussi obtenu des preuves d'un incendie ailleurs, dans la région de Moscou. Un dépôt de pétrole a brûlé près de Sepukov, Moscou. L'incendie est maîtrisé, la cause reste inconnue. Le 26 octobre au soir, un incendie a touché le dépôt de pétrole de Sapukov, rue Novoselki, selon Astra, et des images de témoins. La ville de Sapukov a indiqué qu'une citerne à carburant vide avait brûlé, l'incendie ayant été vite maîtrisé sans cause signalée. Cet incendie n'est pas officiellement lié à l'attaque de drone, mais il est probablement associé, surtout qu'une citerne à carburant a brûlé. L'Ukraine a pris l'habitude, ces dernières semaines et ces derniers mois, de cibler des sites et des infrastructures liés au carburant et au pétrole lors de ces attaques de drones en profondeur contre la Russie. Encore une fois, les responsables locaux ont rapidement minimisé l'incident, affirmant que l'incendie avait été rapidement maîtrisé et prétendant que la citerne en question était vide au moment de la frappe. Comme pour tout rapport officiel russe, il faut rester très prudent. Le Kremlin ment fréquemment et déforme la vérité pour servir ses intérêts. Des incidents similaires ont eu lieu ailleurs, et Astra, comme d'autres médias, l'a signalé partout. À Louhansk occupé, par exemple, les forces armées ukrainiennes ont réussi à frapper non pas un, mais 2 dépôts de pétrole, comme l'ont confirmé les autorités locales d'occupation. L'attaque a touché des bâtiments administratifs, camions-citernes et réservoirs de carburant. Les employés ont été évacués rapidement sans blessés, selon Andrei Aliseyev, vice-ministre du carburant, de l'énergie et de l'industrie charbonnière de la République populaire de Louhansk. Un incendie s'est déclaré près d'une sous-station dans la région de Koursk, en Russie. Ce soir, un drone ukrainien a attaqué Rilsk. La frappe a déclenché un incendie dans les dépendances d'une maison voisine d'une sous-station. Alexandre Kinstein, gouverneur de Koursk, a annoncé que les pompiers ont éteint l'incendie. Dans la région de Bryansk, qui se trouve juste au nord de l'Ukraine, et borde également la Biélorussie, ce qui en fait l'une des zones les plus fréquemment ciblées par les frappes de missiles et de drones ukrainiens. Un minibus aurait été touché, entraînant un mort et plusieurs blessés, selon les rapports d'Astra. Le chauffeur du minibus a été tué à la suite d'une attaque de drone kamikaze contre un minibus en mouvement dans le village de Pogar, dans le district de Pogarsky. Le gouverneur de Bryansk, Alexandre Bogomas, a rapporté « 5 passagers ont aussi été blessés et rapidement conduits à l'hôpital », a-t-il ajouté. L'Ukraine vise principalement des cibles militaires ou des infrastructures de grande valeur lors de ses attaques contre la Russie. L'incident du minibus paraît plutôt inhabituel. Peut-être que les responsables russes ne disent pas tout, ou que le minibus a été touché accidentellement. Dans tous les cas, Kiev n'a pas encore commenté cet incident. Mais il semble que la grande majorité, voire la totalité, de ces drones visaient des sites militaires ou des infrastructures critiques. En effet, plus tôt dans la journée du 26 octobre, des drones ukrainiens ont été repérés sur plusieurs bases aériennes militaires à travers la Russie, y compris au moins une dans la région de Moscou. Andriy Kovalenko, chef du Centre de lutte contre la désinformation, et les médias russes ont confirmé la présence de drones de Kiev à ces endroits, en l'écrivant en ligne. Dans la région de Moscou et dans d'autres régions de Russie, des bases aériennes militaires sont attaquées. Les médias russes ont donné plus de détails, disant que des drones ukrainiens auraient visé une base aérienne avec des avions russes, dont des Tupolev, 160 Tupolev, 95 Mess et Tupolev, 22 M3, des bombardiers stratégiques. Les rapports n'ont pas précisé la base aérienne visée, selon les informations actuelles. De plus, étant donné qu'il n'y a que quelques bases aériennes militaires dans la région de Moscou, il est probable que cet incident se soit produit soit à la base aérienne de Tchoukolovski, soit à celle de Kubinka, ou peut-être aux deux. Des explosions ont aussi été signalées le 26 octobre à la base aérienne de Chaïkovka et à l'aéroport de Kaluga, dans la région de Kaluga, au sud-ouest de Moscou. Il est rapporté que Chaïkovka abrite plusieurs bombardiers Tupolev, 22 M3, tandis que d'autres avions militaires étaient probablement également présents à l'aéroport de Kaluga. Aucun détail supplémentaire n'a été donné sur les éventuels dégâts des avions à ces endroits. Cela s'inscrit dans la longue campagne de l'Ukraine contre les bases et aérodromes russes. Cela remonte à l'attaque emblématique de l'opération Toile d'araignée du 1er juin 2025, où 4 aérodromes ont été ciblés par des drones ukrainiens et de nombreux appareils endommagés ou détruits en une journée. Le 26 octobre, les forces ukrainiennes ont encore frappé avec succès, cette fois dans la région de Belgorod, Russie. Les forces russes ont réalisé des progrès relativement significatifs ces derniers jours dans leurs efforts pour capturer la ville ukrainienne de Vovchansk, juste de l'autre côté de la frontière de Belgorod.
Le 16e corps d'armée ukrainien a publié une déclaration en ligne sur la situation. L'ennemi a cherché à exploiter une opportunité. Après une sécheresse et un été très chaud, les rivières Seversky, Donetsk et Vovcha étaient asséchées, facilitant la logistique de l'adversaire. Des réserves avaient été accumulées, et il restait assez de feuilles sur les arbres. Globalement, cela a fortement accru l'activité vers Vovchansk. Ainsi, les troupes du Kremlin paraissaient sûres de remporter une victoire écrasante dans la région. Vladimir Poutine aurait été informé le 26 octobre que ses forces occupaient déjà environ 70% de Vovchansk. Malheureusement pour ses troupes russes, les forces ukrainiennes préparaient la contre-opération parfaite. Dans la nuit du 26 octobre, ils ont attaqué le barrage de Belgorod avec des drones, provoquant aussitôt une fuite d'eau, inondant les abris russes, coupant des lignes de ravitaillement et mettant des troupes du Kremlin en danger d'être emportées par les eaux. Robert Madiar-Brovdi, commandant des forces de drones du 16e corps d'armée ukrainien, a publié en ligne des nouvelles et des images de l'attaque du barrage. Le réservoir de Belgorod s'est fissuré aujourd'hui et l'eau a baissé de 100 cm depuis la frappe. Le coup a été porté par les oiseaux du premier centre, séparés des forces des systèmes sans pilote, issus du 14e régiment des forces des systèmes sans pilote. Grâce à cette attaque, les forces ukrainiennes ont désormais de bien meilleures chances de renforcer leur position dans la région de Vovchansk. Et il est probable que les troupes russes auront beaucoup plus de difficultés à avancer et à capturer le territoire qu'elles visaient ces derniers temps. Le 26 octobre a été marqué par d'importantes manœuvres offensives ukrainiennes. Les forces armées du pays, surtout les opérateurs de drones, ont frappé plusieurs régions autour de la Russie et dans des territoires occupés comme Louhansk, provoquant d'innombrables dégâts, avec des incendies et explosions en de nombreux lieux. Et même si Moscou n'a pas subi de gros dégâts, selon les derniers rapports, le simple fait que Kiev soit capable d'envoyer des dizaines de drones dans le ciel au-dessus de la capitale russe est très significatif. C'est un signe des progrès réalisés par les forces armées ukrainiennes. Au début de la guerre, il y a plus de 3 ans et demi, Kiev se concentrait uniquement sur la défense de son territoire. Tenir ses lignes de défense et repousser vague après vague les assauts russes et les bombardements aériens. Elle n'avait ni le temps, ni la possibilité de penser à contre-attaquer, encore moins à frapper Moscou, centre de la culture, du gouvernement et de la haute société russe. Maintenant, les choses ont changé. L'Ukraine a consolidé ses défenses et a trouvé le temps, les ressources et les opportunités dont elle avait besoin pour riposter contre son ennemi. Multiplier les attaques réussies, non seulement dans les zones occupées, mais aussi loin en Russie, à des centaines de kilomètres de ses frontières. Ce faisant, les forces de Kiev ramènent la guerre chez le peuple russe et chez Vladimir Poutine lui-même. Pendant des années, beaucoup de Russes ont pu considérer la guerre comme un conflit lointain, qui n'a aucun impact direct ou notable sur leur vie. C'est surtout vrai pour de nombreux habitants de Moscou, la ville la plus riche de Russie, où la qualité de vie dépasse largement celle des autres villes et villages du pays. Là-bas, le grand public et les élites russes poursuivaient leurs activités, profitant du confort et des luxes de la ville. Ils se sentent à des millions de kilomètres des champs de bataille chaotiques et ensanglantés de Donetsk, Luhansk et d'autres territoires, occupés le long des lignes de front. Peu imaginer de voir un jour des drones ukrainiens voler au-dessus d'eux, ou attaquer les rues de leur capitale. Mais tout cela commence à changer alors que Kiev continue de repousser les limites et d'innover avec ses frappes de drones en profondeur. Même les moscovites, habitant la forteresse supposée la plus sûre de Russie, hésiteront désormais à sortir le soir. Ils commenceront à jeter des regards inquiets vers le ciel chaque fois qu'ils entendront un bruit de bourdonnement, craignant qu'un autre drone ukrainien ne soit dans les parages. Ils consulteront leur téléphone et les réseaux sociaux pour suivre les attaques ou ordres d'évacuation. Petit à petit, cela aura un impact sur leur vie et leur état d'esprit. Et c'est exactement ce qu'espère l'Ukraine. Parce que lorsque Kiev mène ce genre d'attaque, ce n'est pas uniquement dans l'espoir de causer le plus de dégâts possible, de déclencher d'immenses incendies et de provoquer des explosions dévastatrices. Au contraire, l'un de ses principaux objectifs est que le peuple russe voit et ressent directement les effets de la guerre. Cela peut progressivement influencer l'opinion publique, incitant davantage de personnes à condamner l'obstination de Poutine et à exiger la fin de la guerre. Une bonne fois pour toutes. Cela commence déjà à se produire. Un récent sondage russe réalisé par le centre Levada a révélé que le soutien à la guerre a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré. Seuls 27% souhaitent poursuivre les combats, tandis que 66% des Russes jugent qu'il est temps de négocier la paix et un cessez-le-feu. De plus en plus de Russes pensent aussi que la guerre affecte leur vie. 22% déclarent que le conflit a eu un impact significatif sur eux,
ou leurs proches, et 58% qu'il les a affectés au moins un peu. Certains ont perdu des amis, ou des membres de leur famille dans le conflit, par exemple, tandis que d'autres ont vu leur liberté et leur situation financière se détériorer, en raison des sanctions et des restrictions liées à la guerre. Et si les drones ukrainiens continuent d'apparaître dans les régions, les villes et les cités russes dans les semaines et les mois à venir, ces chiffres vont augmenter. Plus de Russes verront leur vie directement affectée par la guerre et craindront de sortir ou d'effectuer leurs activités quotidiennes. Plus de personnes craindront d'être mobilisées et envoyées au front contre leur volonté. Et beaucoup éprouveront une colère et un ressentiment accru pour l'homme qui a déclenché toute cette folie, et l'homme qui, pour l'instant, a encore le pouvoir d'y mettre fin, Vladimir Poutine lui-même. Poutine se soucie peu du russe moyen, mais tient au pouvoir. Il sait qu'il doit garder une large part de la population de son côté pour rester au pouvoir. Mais l'humeur nationale commence à se détériorer alors que l'économie s'affaiblit, et que des millions de Russes en ont assez d'une guerre qui semble ne jamais finir. Moscou elle-même est désormais menacée. La fumée envahit le ciel et des camionnettes de garde armés pointent leurs mitrailleuses en l'air. Devant le Kremlin, le président russe semble plus faible que jamais. La semaine dernière à Londres, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a exprimé un changement majeur dans la vision occidentale de la machine de guerre russe. Selon lui, la Russie de Vladimir Poutine manque d'argent, de troupes et d'idées. Ce n'était pas seulement une question de géopolitique ou d'optimisme, mais un constat, en une phrase du déclin lent mais constant de la puissance militaire et géopolitique de la Russie. Au début de la guerre, la Russie avait la main-d'œuvre, les ressources et l'industrie pour avancer en Ukraine. Et même si ses stratégies initiales se sont révélées être des impasses, la Russie était considérée comme la gagnante de facto de la guerre. Le conflit semblait s'enliser dans une guerre d'usure début 2023. Mais l'OTAN doute désormais de cette évaluation, alors que le champ de bataille, des rapports font état de mesures russes de plus en plus désespérées, montrant que la guerre en Ukraine ronge lentement la Russie de l'intérieur. La principale preuve à l'appui de cela a été les victoires pures sur le champ de bataille que l'Ukraine a réussi à arracher au cours des derniers mois. Notamment, les forces russes n'ont pas réussi à prendre la ville de Pokrovsk pour une année de plus. Elles ont été repoussées à plusieurs kilomètres de la ville, puis pilonnées par l'artillerie. Ce centre logistique clé de l'est du Donbass, que Moscou a tenté de prendre durant des mois d'attaques sanglantes, symbolise l'été d'échec de la Russie. En septembre 2025, le Télégraphe a signalé la présence près de Pokrovsk d'unités russes comptant des soldats atteints du virus, de l'immunodéficience humaine, de l'hépatite et d'autres maladies. Prenez un moment pour y penser. L'armée de Poutine a créé des unités de soldats atteints de maladies potentiellement mortelles et les a envoyés au combat. Ces soldats portent des brassards signalant qu'ils sont porteurs de maladies mortelles. Une tentative désespérée de pression morale et psychologique sur les défenseurs ukrainiens. Dmytro Shmailo, directeur exécutif du Centre ukrainien de sécurité et de coopération, a confirmé que ces unités participent au combat dans ce qui est actuellement le point le plus chaud de Pokrovsk. Si c'est ce que Moscou se sent obligé de faire pour maintenir son rythme opérationnel, alors l'armée fonctionne littéralement et figurativement à vide. La situation autour de Pokrovsk raconte l'histoire plus large de l'offensive estivale de la Russie. Environ 16 000 soldats russes ont été tués ou blessés rien que dans la zone autour de la ville depuis la fin du mois d'août. Malgré l'engagement de forces massives contre la ville, les forces russes réalisent que des avancées significatives, mais qui ne laissent probablement pas présager un effondrement imminent des défenses ukrainiennes dans la région. Même après des percées limitées de plusieurs petites unités russes d'environ 200 soldats ayant contourné les défenses et établi des positions à Pokrovsk, les Ukrainiens auraient conservé leur ligne et infligé de lourdes pertes aux Russes. Pendant ce temps, l'Ukraine a prouvé qu'elle ne jouait pas seulement la défense, des rapports sur la reprise de villages au contrôle russe ayant circulé tout. Et en octobre, l'Ukraine a pleinement riposté, la 141e brigade mécanisée menant des assauts réussis dans toute la région. Au total, on estime que l'Ukraine a réussi à reprendre le contrôle d'environ 2 douzaines de villages. Même si les gains territoriaux sont modestes, c'est le principe qui importe. L'Ukraine prouve ainsi qu'elle n'abandonnera pas cette ville vitale, et qu'elle a encore quelques astuces pour punir les offensives russes imprudentes. Pokrovsk cause la majorité des problèmes actuels de la Russie, avec environ 40% des combats s'y déroulant. Mais la vraie origine est loin de l'Ukraine. On peut soutenir,
que les échecs russes résultent d'une doctrine militaire inadaptée à la guerre moderne et de liens géopolitiques et économiques complexes. Le problème vient de la conception russe de la guerre. L'invasion de Poutine a été organisée par le service fédéral de sécurité et non par le commandement militaire russe. Poutine pensait contrôler l'Ukraine en 10 jours. Au lieu d'une invasion conventionnelle menée par l'ensemble des forces militaires que la Russie pouvait mobiliser, Poutine a planifié ce qu'il a appelé une opération militaire spéciale dirigée par les services de sécurité russes. Ainsi, Moscou a été exposé lors de défilés très fréquentés célébrant la victoire, presque avant le début de l'opération. Tout cela montrait au monde la confiance de la Russie en sa puissance militaire et sa portée géopolitique. Mais les pièces de rechange nécessaires aux opérations de combat prolongées sont restées dans le pays. Plus accablant encore, les cartes prises au commandant russe intermédiaire n'indiquaient aucune décision d'attaque. Au lieu de cela, une décision discutable de marcher sans risque d'affronter l'ennemi a été prise pour 2 raisons. Premièrement, le service fédéral de sécurité a supposé à tort que l'histoire de corruption et de dissidence envers le gouvernement en Ukraine se poursuivrait sous le mandat de Zelensky. Alors que l'Ukraine hésitait entre Russie et Occident, des agents du service fédéral de sécurité ont rédigé un rapport affirmant qu'une majorité d'Ukrainiens accueilleraient les militaires russes à bras ouverts. La Russie pourrait ainsi reprendre la stratégie utilisée lors de l'annexion de la Crimée il y a plus de 10 ans. Cependant, la Russie n'a pas mesuré le ressentiment suscité par l'annexion et le conflit froid qui a suivi. Deuxièmement, le dernier conflit de grande ampleur mené par la Russie remonte aux années 1980, à l'époque où le pays était pratiquement le leader du Second Monde. Et elle avait encore le régime soviétique pour soutenir son industrie et sa préparation militaire. Après la dissolution de l'Union, le succès de la Russie en Géorgie en 2008, lors d'un conflit nécessitant peu de troupes, a entraîné le démantèlement complet de la mobilisation nationale et des chaînes d'approvisionnement. L'Institut français des relations internationales a suggéré que cela a finalement poussé la stratégie russe à reposer sur des illusions stratégiques. Avec le recul, on voit que dès le début de la guerre, la Russie n'avait aucun plan de secours face à la réalité. L'exemple le plus évident a eu lieu à l'aéroport de Hostomel, près du centre de Kiev. Cette opération devait être l'unique grande offensive russe en Ukraine. Le plan visait à prendre l'aéroport, à envoyer des renforts par avion près de la capitale ukrainienne et à avancer vers Kiev avant la réaction de l'Ukraine. Au lieu de cela s'est rapidement transformé en désastre. La Russie a déployé 200 à 300 forces spéciales à bord de 34 hélicoptères depuis la Biélorussie. Environ 200 conscrits de la 4e brigade de réaction rapide ukrainienne occupaient l'aérodrome et y avaient établi des positions défensives. Munis d'armes légères, de missiles anti-aériens soviétiques et d'armes anti-chars, les défenseurs ukrainiens ont réussi à abattre 4 hélicoptères K-52 et un Mi-28 perturbant considérablement l'assaut russe et leur apportant le moral nécessaire pour tenir bon. Plus important encore, l'Ukraine a anticipé la stratégie et bloqué la piste avec des véhicules et appareils détruits, la rendant inutilisable pour les renforts. Dès la première vraie résistance, la Russie a renoncé à tous ses plans. 18 avions Ilyushin, 76 transportant environ 1000 soldats ont quitté Pskov. Aucun renfort n'est arrivé à l'aéroport, probablement redirigé vers la Russie ou la Biélorussie. Cet échec tactique a révélé de profonds problèmes structurels dans la façon dont la Russie concevait la guerre. L'armée russe souffre d'un problème générationnel hérité du modèle soviétique et résiste à l'adaptation de sa doctrine aux temps modernes et aux nouveaux équipements. Contrairement à l'OTAN, qui intègre les leçons du terrain, la Russie s'en tient à des scénarios figés, recyclant des stratégies anciennes et misant sur une mobilisation de masse prévisible au lieu de privilégier la manœuvre. Le sous-développement chronique des sous-officiers russes crée des maillons faibles entre les officiers supérieurs, chargés des tactiques, et les troupes, les empêchant de les appliquer correctement. De plus, les hypothèses de la Russie pour la guerre supposaient un avantage lié au terrain dans une guerre défensive contre l'OTAN, alors qu'elle combinerait infanterie mécanisée et soutien aérien pour contrer la supériorité ennemie. La structure de commandement rigide de la Russie a empêché les officiers subalternes de prendre des décisions tactiques autonomes. Cela rend les opérations russes rigides par défaut, ce qui signifie qu'une fois que les choses commencent à mal tourner, les tactiques russes n'ont aucun moyen de s'adapter aux changements soudains. Ainsi, la Russie a attaqué l'Ukraine sans obtenir la supériorité aérienne. Faute de structure militaire et de formation adéquate, elle ne pouvait y parvenir.
Les défenses en profondeur ukrainienne ont rendu la force aérienne russe largement sous-utilisée, jusqu'à l'arrivée des bombes planantes en 2024. Pendant ce temps, l'Ukraine s'entraînait avec les forces de l'OTAN depuis 2014, acquérant des années d'expérience dans des opérations adaptatives et de petite envergure. Les unités russes n'ont pas su s'adapter face à une résistance inattendue ou à des conditions de combat changeantes. Les forces ukrainiennes savaient improviser, innover et exploiter la prévisibilité russe. Un autre problème, plus insidieux, surgit. Poutine a passé 20 ans à éliminer toute possibilité d'accéder à des informations fiables ou des opinions différentes. Poutine croyait vraiment que l'Ukraine n'était ni légitime ni indépendante sans la Russie. Cela, ça a été diffusé dans son célèbre essai sur l'unité historique des Ukrainiens et des Russes en juillet 2021, annonçant pratiquement l'invasion. Mais plus important encore, depuis 20 ans, Poutine a fait de son mieux pour éliminer toute opinion dissidente, que ce soit dans son cercle rapproché ou au sein de son gouvernement. Il est entouré de personnes qui partagent soit la même vision idéologique que lui, soit qui ont tellement peur de le contredire qu'elles ne le montrent pas. Cela a créé une défaillance catastrophique du renseignement. Les services de renseignement russes fournissaient des évaluations qui relevaient pratiquement du fantasme. Les données recueillies par le service fédéral de sécurité étaient soigneusement filtrées pour créer un tableau qui soutenait les convictions de Poutine, à savoir qu'il poussait une porte déjà ouverte en Ukraine. Les renseignements occidentaux savaient déjà ce que préparait la Russie. En novembre 2021, le directeur de la CIA, William Burns, s'est rendu à Moscou pour avertir les responsables russes contre une invasion. À la mi-janvier 2022, Burns s'est rendu à Kiev pour informer personnellement le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, des évaluations des services de renseignement américains concernant l'invasion imminente de la Russie. Ce partage de renseignements a donné à l'Ukraine un avantage crucial. L'Ukraine savait pour l'assaut de l'aéroport de Hostomel, et les forces ukrainiennes étaient prêtes. Les renseignements russes disaient à Poutine ce qu'il voulait entendre, pas ce qu'il devait savoir. La chambre d'écho de Poutine crée un problème structurel qui va au-delà des mauvaises informations sur le champ de bataille. Faute d'opposition, la Russie doit suivre des ordres contraires à ses intérêts durables. La Russie aurait pu se retirer plus tôt et éviter la catastrophe économique. Admettre l'échec reviendrait à reconnaître une erreur d'évaluation initiale, ce que le système de Poutine ne tolère pas. Cela crée une instabilité dangereuse au sein même du gouvernement russe. Le régime de Poutine dépend sans doute de quelques centaines de personnes clés dans l'armée, la sécurité et l'oligarchie. Actuellement, tout le régime de Poutine exerce une telle emprise sur ces personnes qu'elles ont tout à perdre et rien à gagner en essayant de s'opposer à lui. Mais si ces personnes craignent pour leur sécurité ou leur avenir à mesure que la guerre dure et que l'économie se dégrade, toute la structure pourrait s'effondrer. Le régime ayant supprimé la dissidence pour garder le contrôle risque de ne pas pouvoir s'adapter, faute de contestation, ce qui menace sa survie. Et lorsque cela se produira, ces mêmes personnes pourraient commencer à croire que Poutine ne travaille plus dans leur intérêt, peu importe ce que cela implique pour le pays dans son ensemble. Alors, nous pourrions voir Poutine être évincé ou remplacé par quelqu'un capable d'emmener le pays dans une direction différente, ou du moins présenter un visage différent, auquel la politique occidentale pourrait s'accrocher. Ce changement de régime pourrait s'expliquer par l'asphyxie de l'économie russe due à l'effort de guerre. En 2025, les dépenses de défense de la Russie devraient dépasser 8% du produit intérieur brut et représenter 40% des dépenses fédérales. Un record inédit depuis la guerre froide soviétique, seulement égalé par l'Ukraine, qui reçoit des milliards de dons de l'OTAN. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport aux chiffres d'avant-guerre, où environ 22% du budget du gouvernement était en date à consacrer à l'armée. La Russie y était parvenue grâce à des réformes et des hausses d'impôts pour soutenir l'économie durant la guerre. Mais ce sont des efforts à court terme qui commençaient déjà à montrer des failles. D'une part, l'industrie pétrolière et gazière de la Russie a cessé d'être un contributeur aussi important à l'économie du pays. L'industrie générait jusqu'à 50% des revenus avant la guerre. Jusqu'en 2024, la Russie a détourné des fonds pour contourner les sanctions et diversifier ses exportations. Cependant, ce commerce stagne désormais, car la Chine et l'Inde imposant des prix bien plus bas pour le brut russe, tout en créant également un duopole pratique sur les exportations légales en provenance de Russie. Pour contourner cela, la Russie a utilisé sa flotte fantôme pour acheminer du pétrole par pétrolier vers des tiers, dont des pays européens. Cependant, les pays achetant du pétrole à la flotte fantôme russe sont de plus en plus surveillés pour cela. Les membres de l'Union européenne ayant accès à la Baltique, qui abrite d'importants ports d'exportation de pétrole pour la Russie, ont commencé à sanctionner de plus en plus de navires et à empêcher la Russie de les utiliser dans sa flotte. En même temps,
L'imposition par l'Union européenne de plafonds sur les prix du pétrole russe à l'échelle régionale pourrait entraîner une nouvelle baisse des revenus. Le secteur militaro-industriel russe s'est presque totalement dédié à soutenir l'effort de guerre. La fondation Jamestown rapporte une baisse de 92% des exportations d'armes entre 2021 et 2024. Cela a presque éliminé les revenus que la Russie espérait de la vente d'armes à l'Iran, la Syrie ou l'Inde. La Russie a instauré des réformes internes révélant un effondrement imminent. Le pays a augmenté les impôts sur les entreprises et les revenus en 2024. En 2025, il pourrait aussi augmenter la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et services. Le nouveau plan pour 2026 prévoit d'augmenter encore l'impôt sur le revenu des particuliers et des entreprises, d'ajouter davantage de tranches d'imposition et d'abaisser le seuil de chiffre d'affaires à partir duquel les entreprises doivent payer des impôts, augmentant fortement le potentiel d'afflux d'argent de ses citoyens. Bien que tout cela semble bien sur le papier, le résultat est que les gens seront davantage imposés tout en ayant moins d'emplois partout. Alors que le complexe militaro-industriel russe et la campagne de recrutement détournent de plus en plus l'argent des contribuables vers des salaires plus élevés, mettant ainsi d'autres industries en faillite. Même alors, le complexe militaire subit une pression croissante de l'État. De nombreux sous-traitants sont contraints d'accepter des contrats à des tarifs inférieurs au marché ou risquent des poursuites pénales s'ils ne répondent pas à des exigences déraisonnables. Poutine a donc effectivement créé un modèle économique qui ne peut survivre que par la poursuite de la guerre. La paix mettrait en lumière la gravité des problèmes économiques et démographiques russes, forçant le gouvernement à affronter les difficultés sociales qu'il a engendrées. Même ses efforts échouent. La forte croissance économique de la Russie oblige Poutine à réduire les dépenses militaires. La dernière estimation prévoit une baisse de 63 milliards de dollars du budget 2026 par rapport à 2025, sans considérer le risque d'aggravation lié à l'inflation. Avec l'affaiblissement de la machine de guerre russe, l'Europe est devenue le pilier de la résistance ukrainienne, risquant de transformer durablement le paysage géopolitique. La coalition des volontaires représente une évolution majeure dans la politique de sécurité européenne. Proposée par la France et le Royaume-Uni en 2025, la coalition compte actuellement 33 pays, les États-Unis étant l'un des grands absents de la liste. La coalition est surtout née du désengagement croissant des États-Unis, du conflit russo-ukrainien, surtout après le début du second mandat de Trump en 2025. En juillet, la coalition a confirmé fournir au moins 40 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine en 2025, comme l'engagement de l'OTAN en 2024. La priorité est de renforcer la défense aérienne de l'Ukraine, avec un soutien accru approuvé par les dirigeants, pour contrer les attaques massives de drones russes et accroître le financement des intercepteurs. La coalition est devenue surtout un mécanisme de financement. En octobre, la coalition a accepté de durcir les sanctions contre la Russie et d'exiger des réparations, et aussi à accroître la pression militaire sur la Russie et garantir la sécurité de l'Ukraine après la guerre. Plus important encore, l'Europe rompt avec sa dépendance à l'énergie russe. Pendant des décennies, le gaz et le pétrole russe ont donné à Moscou un levier sur la politique européenne. Certains pays ont dépensé plus à importer du pétrole russe durant la guerre qu'à envoyer des dons à l'Ukraine. Ce levier disparaît. Chaque sanction étouffe lentement ce lien économique vital avec l'Occident. Avec le soutien croissant à l'Ukraine, chaque nation européenne prend aussi d'importants engagements envers l'Ukraine et la coalition. La France et le Royaume-Uni ont discuté de l'élargissement de leur dissuasion nucléaire pour couvrir le reste de l'Europe, libérant ainsi les missiles américains de leur stock à travers le continent, et rendant l'Europe moins dépendante de la politique américaine. L'Allemagne a accepté d'augmenter ses dépenses et investissements militaires jusqu'à 5% du produit intérieur brut, dont environ 15% seront utilisés pour la création et l'entretien des infrastructures. La Roumanie et le Danemark ont prévu d'aider directement les achats militaires de l'Ukraine. Le premier vise l'achat de drones pour la Roumanie et l'Ukraine. Le second autorise l'Ukraine à construire des usines militaires au Danemark. Cette solidarité européenne, Poutine pensait qu'elle n'aurait pas lieu. Son invasion reposait sur la conviction que l'Europe se fragmenterait, la dépendance énergétique l'emportant sur les préoccupations de sécurité et les obligations morales. L'Union européenne envisage désormais sérieusement de créer une armée permanente, comparable aux États-Unis en dépenses et préparation militaire. Même si la Russie gagne militairement, sa victoire sera si coûteuse qu'elle ressemblera à une défaite. Le coût humain de la guerre a été stupéfiant. Les analyses occidentales estiment plus d'1 million de victimes lors de la guerre, incluant blessés graves et décès.
Mais ces pertes ont un impact encore plus grand sur la culture intérieure en Russie, car les soldats rentrent chez eux meurtris et brisés par ce qu'ils ont vu ou fait pendant la guerre. Selon le Kremlin, près de 140 000 soldats russes auront réintégré la vie civile d'ici juin 2025 après avoir combattu en Ukraine. Beaucoup de ces anciens combattants devraient souffrir de stress post-traumatique et montrer des tendances violentes. En mars 2025, les anciens combattants avaient tué ou mutilé plus de 750 personnes en Russie, principalement des proches et amis. Le ministère de la Défense russe a estimé qu'un ancien combattant sur 5 souffre de troubles de stress post-traumatique. Davantage de personnes ont quitté définitivement l'armée autrement. Selon une enquête menée par Front Intelligence, au moins 50 000 soldats russes avaient déserté en mai 2025, et la société s'attend à un total de 70 000 désertions d'ici la fin de l'année. Certains déserteurs russes ont choisi de se faire incarcérer, créant des affaires criminelles qui entraîneraient des peines, les empêchant à jamais de servir dans l'armée. Au moins ici, les prisons ukrainiennes pour prisonniers de guerre offrent de bien meilleures conditions que les prisons russes. Cela représente l'échec ultime du moral militaire, lorsque les soldats préfèrent se rendre à l'ennemi plutôt que de continuer à servir leur propre pays. La dévastation économique va bien au-delà des dépenses de guerre. Les autorités russes disent qu'à peine plus de la moitié des soldats revenus ont trouvé un emploi. La plupart de ces emplois sont dans la sécurité ou le travail manuel, avec un salaire de seulement 40 000 à 60 000 roubles par mois. Comparez cela au salaire militaire gonflé de plus de 150 000 roubles par mois, qui était promis à tout va pendant la guerre. Ils ne pourront pas s'adapter, et chercheront plus souvent un meilleur salaire, une prime à la signature ou une indemnisation en cas de blessure. Le gouvernement a créé une caste militaire dépendante de la guerre pour maintenir son niveau de vie. Poutine a créé cette spirale mortelle. L'économie de guerre rend dépendant du service militaire, tandis que les industries ferment peu à peu à cause de la concurrence interne et des sanctions extérieures. La seule solution, c'est plus de guerre, de recrutement et de militarisation de l'économie. Chaque tour de la spirale resserre le nœud sur l'avenir de la Russie. Cela pourrait entraîner la chute du régime de Poutine, voire de toute la Fédération de Russie. Les chars et les véhicules blindés ont subi de lourdes pertes dans la guerre en Ukraine, grâce aux attaques de drones vues à la première personne provenant des deux camps. Russie et Ukraine ont diminué l'usage de chars et blindés sur le front et de l'Ukraine à l'été 2025. La Russie, en particulier, a rapidement retiré ses blindés coûteux et en diminution rapide des lignes de front, optant plutôt pour des tactiques offensives utilisant de petits groupes d'infanterie plutôt que des colonnes de blindés. Mais à mesure que la saison froide et pluvieuse, où la soi-disant Rasputitsa s'installe, l'utilisation de blindages protecteurs redevient nécessaire. Et étant donné la dernière vidéo provenant du front, la protection contre les éléments est le moindre des soucis. Dans un reportage choquant, en provenance de Zaporizhia, les forces ukrainiennes ont stoppé net un véhicule blindé d'assaut russe, avant de capturer les soldats d'élite russes, survivants en reddition. Des drones vus à la première personne russe seraient intervenus et éliminaient leurs propres troupes. C'est un coup dur non seulement pour le stock limité de véhicules blindés de la Russie, mais aussi pour leurs réserves tout aussi limitées de soldats. Tout d'abord, plantons le décor. Selon un rapport publié par un blogueur militaire pro-ukrainien, rapportant depuis l'Ukraine, la débâcle s'est produite à l'approche de la localité de Malatokmachka, un village étroit et allongé, situé en périphérie de la ville d'Orikiv. Orikiv est un nœud clé dans la ligne défensive de l'Ukraine, dans le sud-est de Zaporizhia, l'une des zones les plus fortifiées entre le territoire occupé par la Russie et la ville de Zaporizhia. C'est une position vitale pour les deux camps, surtout à l'approche de l'hiver. Aucun des deux camps ne veut se retrouver dans des tranchées glacées à l'extérieur de la ville, contrairement au confort relatif des bâtiments à l'intérieur de la ville, quand le général hiver fera inévitablement son apparition. Il en va bien sûr de même pour chaque ville et village disputé le long des lignes de front. Orikiv et ses environs apparaissent sur la carte comme une cible majeure, convoitée par les Russes et défendue avec acharnement par les Ukrainiens. L'offensive russe de Zaporizhia en 2025 s'est concentrée sur 3 axes principaux. Ils ont d'abord tenté d'avancer vers le nord, vers Zaporizhia depuis Kaminske, dans la partie de l'oblast occupée par les Russes. Mais après quelques succès initiaux, y compris la prise du village de Plavny, ils se sont retrouvés plus ou moins enlisés, à la périphérie de Stepnoïrsk pendant des mois. La seconde direction majeure de l'offensive russe visait la petite ville de Houliaïpol, autre bastion ukrainien à l'est de la Zaporizhia.
Là, ils ont avancé lentement dans les défenses ukrainiennes, à l'est de la ville. Ils ont pris tout ou partie de Pol, d'Avka et Malinivka lors de violents combats. Mais leur objectif principal reste éloigné. La troisième direction est Orokiv. Le problème pour les Russes est que, à l'est comme à l'ouest d'Orokiv, se trouve parmi les lignes défensives ukrainiennes les plus denses. En dehors de Donetsk, il n'y a aucune option à faible risque pour l'approcher. La Russie semble donc penser que traverser la fortifiée Malodok-Machka est sa meilleure option dans une situation compromise. Cependant, l'Ukraine a réussi, et avec une relative aisance, à contenir les avancées russes dans cette direction cruciale tout au long de l'été. Le mieux que les Russes aient pu faire a été de prendre Novopokrovka et d'atteindre une distance rapprochée de Malotokmachka plus tôt en octobre. Désormais, les défenses ici sont pratiquement impénétrables, sans l'utilisation de véhicules blindés pour amener l'infanterie suffisamment près des positions ukrainiennes, afin d'essayer de les déloger. Alors, les Russes ont tenté une attaque à l'ancienne en utilisant des vagues de véhicules blindés. Dans les véhicules, selon le rapport, se trouvaient des unités d'élite de la force aéroportée russe. Du point de vue russe, qualifier ce qui s'est passé ensuite de désastre serait un euphémisme majeur. Sur 26 blindés et chars attaquants, 22 ont été détruits par l'Ukraine dans la journée. L'attaque aurait eu lieu en plusieurs vagues, pas en une seule fois. Les images géolocalisées fournies dans le rapport sont de mauvaise qualité. Il est donc difficile de savoir exactement ce qui se passe. Mais dans les extraits fournis, on peut clairement voir plusieurs unités de blindés russes en feu et détruits. On peut également voir au moins 2 soldats russes se rendre aux forces ukrainiennes. Et c'est là que l'histoire devient sordide. Selon le rapport, les troupes russes ayant survécu à la destruction des blindés et chars se déplaçaient en petits groupes dispersés dans les champs. Certains ont adopté des positions défensives rudimentaires, avec peu d'abri et sans soutien. La plupart ont simplement été éliminés par des drones kamikazes vus à la première personne ukrainien, tandis que quelques-uns, restés sur place, ont préféré faire preuve de discrétion plutôt que de bravoure et se sont rendus tant qu'ils en avaient encore la possibilité. Mais, selon le rapport, avant qu'ils ne puissent être capturés, des drones kamikazes russes sont arrivés sur les lieux et ont achevé leurs propres troupes. Des images très floues semblent montrer un de ces soldats sortant de sa position les mains en l'air. Il est guidé vers l'arrière des lignes ukrainiennes par 2 soldats ukrainiens, qui ont accepté sa reddition et l'ont fait prisonnier de guerre. Ensuite, une image fixe tout aussi floue prétend montrer le drone attaquant non pas les soldats ukrainiens, mais les Russes. On ne sait pas si le drone a largué un explosif ou s'il a foncé sur lui sur l'image. Ce sont 2 méthodes courantes utilisées par les drones vus à la première personne pour tuer. Malheureusement, l'image est tout simplement trop floue pour qu'on puisse le dire. C'est déjà le 2e rapport cette semaine, signalant qu'un drone russe a tué un des leurs tentant de se rendre vers Zaporijia. Le 22 octobre, les forces de défense du sud de l'Ukraine ont publié sur Telegram une vidéo montrant, selon elles, la même situation à Stepnoïrsk. La vidéo est bien plus claire que celle de Malotokmachka. On y voit un soldat russe apparemment en train de se rendre, mais manifestement inquiet, à cause d'un drone au-dessus de lui. Le drone lâche alors un explosif sur lui. La source ukrainienne a précisé que le soldat, jugeant la poursuite du combat inutile, déposait son arme. Un drone russe a largué des explosifs, le tuant sur le coup, selon le commandement ukrainien. Au lieu de permettre à ses soldats de survivre, l'opérateur du drone ennemi a largué un engin explosif sur lui, mettant instantanément fin à la vie du soldat qui tentait de se rendre. Le poste a ajouté que cet incident constitue une preuve supplémentaire que l'ennemi ne valorise même pas la vie de ses propres soldats, et qu'il est prêt à commettre des actes cruels pour dissimuler les signes de réticence à combattre parmi son personnel. À partir des seules images, les sceptiques pourraient bien se demander comment on sait qu'il s'agissait en fait d'un drone russe qui a éliminé le soldat russe, et non d'un drone ukrainien. Impossible de le dire juste avec les images partagées. Il en est de même pour les vidéos et photos de l'assaut russe raté sur Malotokmachka. Le rapport souligne ce point. L'incident révèle combien le commandement ennemi accorde peu d'importance à la vie de ses troupes. Dans ce cas, il ne s'agit pas seulement de troupes jetables éliminées délibérément par tir ami. Ce seraient apparemment certaines des forces de combat les plus élites de la Russie. Les forces aéroportées russes, forces de réaction rapide et réserves stratégiques des forces russes, ont été créées en 1992 après la chute de l'Union soviétique. Ils forment une branche de combat indépendante relevant du chef d'état-major général, Valery Gerasimov, sous le commandement suprême du président Vladimir Poutine.
Les forces capotaux aéroportées russes sont connues sous plusieurs surnoms, notamment les bérets bleus, l'infanterie ailée, les troupes de l'oncle Vassia et les anges de la mort. Leur devise: personne d'autre que nous. Le surnom béret bleu vient de leur célèbre béret bleu marine. Ils sont parfois comparés aux Marines américains, pour leur statut d'élite et leur influence politique. Cependant, en termes de doctrine opérationnelle et de structure, ils sont beaucoup plus proches des forces aéroportées de l'OTAN, comme la 82e division aéroportée américaine, la 11e brigade parachutiste française, ou les Fallschirmjäger allemands. À l'instar de ces forces de l'OTAN, les forces aéroportées russes sont organisées en unités aéroportées et d'assaut aérien, avec une structure comprenant des divisions, des brigades et des régiments à différents niveaux opérationnels. En 2024, la force comptait environ 60 000 membres après l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine. Entièrement mécanisée, elle utilise des véhicules aéroportés spécialisés comme la série BMD, offrant une puissance de feu supérieure à celle de nombreuses forces similaires. La force comprend des unités d'élite, telles que la 45e brigade Spetsnaz de la garde et la 11e brigade aéroportée de la garde. Elle gère des institutions telles que l'école supérieure de commandement aéroporté de la garde de Ryazan, l'académie principale des officiers des forces aéroportées russes et l'école militaire Souvorov d'Ulyanovsk pour former les jeunes cadets. Leur mission inclut des opérations indépendantes, le soutien de grandes armées et le rôle de forces hautement prêtes pour répondre aux crises ou mener des frappes stratégiques. Pendant la guerre, comme tant d'autres choses des deux côtés, leur rôle a évolué. Ils sont passés des assauts aéroportés classiques à des opérations d'infanterie mobile et mécanisée, puis à l'intégration d'unités de drones, désormais indispensables sur le champ de bataille en Ukraine. Ils sont ainsi vus comme un outil stratégique essentiel de l'état-major général russe. Appréciés pour leur préparation, mobilité et entraînement d'élite, ils réagissent vite aux crises régionales ou opèrent derrière les lignes ennemies. Eh bien, du moins, c'est la théorie. En pratique, les besoins évoluent, et la Russie a été contrainte de les utiliser dans des rôles bien moins idéaux. Dès la contre-offensive ukrainienne de 2023, la Russie avait déjà recours à ses parachutistes d'élite pour aider à défendre contre les avancées de l'Ukraine sur le champ de bataille, en les utilisant comme une sorte d'infanterie régulière. Guerre. Les analystes de l'époque spéculaient déjà que les forces aéroportées russes, tirant des leçons des revers et échecs passés, et épuisées et meurtries par les combats, pourraient désormais n'être aéroportées que de nom. À l'époque, le ministre russe de la Défense de l'époque, Sergueï Shoïgu, a affirmé que plusieurs mesures étaient prises pour accroître le potentiel de combat des forces aéroportées russes, comme la création de nouvelles unités d'assaut aéroportées. De plus, il a déclaré que Moscou ajouterait des capacités de soutien, de réparation, de récupération et d'artillerie à toutes les divisions des forces aéroportées russes, ainsi que de nouvelles armes et équipements. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, ces unités supplémentaires, si elles sont effectivement mises en place, permettront probablement à l'armée russe d'utiliser les divisions forces aéroportées russes, presque de manière interchangeable avec les divisions de fusiliers motorisés à l'avenir. Les forces aéroportées russes en Ukraine agissent de plus en plus comme de l'infanterie de combat, similaires aux divisions de fusiliers motorisés. Mais 2 ans plus tard, dans les champs autour d'Orokiv, cela semble n'être qu'une façon ambitieuse de le dire. Les forces aéroportées russes sont devenues de la chair à canon pour la machine à broyer, et qu'ils sont des cibles légitimes pour les drones russes, s'ils osent d'en se rendre. Alors, comment peut-on être certain que les images du reportage de l'Ukraine montrent de façon définitive que les forces aéroportées russes sont éliminées par des drones ukrainiens, ou russes, dans les drones ukrainiens? Impossible de le dire avec ces images, elles sont trop floues. Quelques indices subsistent. Il s'agit peut-être des bérets bleu marine distinctifs qu'ils portent. D'autres forces russes importantes impliquées en Ukraine portent une couleur similaire. L'infanterie navale porte des bérets noirs, les troupes de l'intérieur des bérets bordeaux, et le service des frontières du service fédéral de sécurité des bérets verts. Il est aussi connu que les forces aéroportées russes opèrent dans la région. Des rapports récents du front du côté russe révèlent que des éléments de la 7e division force aéroportée russe, y compris des opérateurs de drones du 108e régiment aéroporté, mènent des frappes près de Primorsky et Stepnoïrsk, dans la direction de Zaporizhia. Certaines unités envoyées de Soumy à Pokrovsk en septembre ont peut-être aussi été redirigées vers Orokiv. Du moins, si certains sont encore en vie. Selon le commandement ukrainien, 14 000 soldats russes ont été tués ou blessés dans la région de Pokrovsk depuis fin août. Des affirmations non vérifiées indépendamment. Rassembler toutes les preuves.
Et il semble effectivement assez plausible que les images montrent bien des parachutistes d'élite des forces aéroportées russes envoyés à l'abattoir. Et si les affirmations selon lesquelles ils auraient été éliminés par leurs propres drones sont vraies, elles ne font qu'ajouter à un ensemble croissant de preuves présentées par l'Ukraine selon lesquelles de telles mesures punitives auraient été adoptées par les officiers russes pour empêcher une capitulation massive. Le document indique qu'en tolérant de plus en plus de redditions, le commandement russe verra la discipline se dégrader, la désertion et le refus d'obéir s'étendre, causant des pertes humaines incontrôlables. Pour l'éviter, les officiers rétablissent notamment la dissuasion par des sanctions publiques et privées, mais à un coût élevé. Tuer les soldats qui se rendent peut freiner la capitulation, mais cela indique aussi aux nouvelles recrues que les officiers se préoccupent peu de leur survie. Les volontaires ou recrues, constatant ces faits, seront moins motivés à s'engager, causant des difficultés de recrutement et de préparation à terme. Pour une armée que l'Ukraine et les médias occidentaux affirment avoir été dévastée par d'énormes pertes. Apparemment, en plus de subir d'énormes pertes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé cette semaine que le nombre de pertes russes avait dépassé les 13 millions. Les désertions russes augmentent aussi rapidement, d'après une capture d'écran d'une diapositive qui aurait fuité d'une présentation interne russe. En mars, l'analyste militaire ukrainien Front Intelligence a estimé que 50 554 cas documentés d'absence non autorisée chez les Russes avaient été recensés depuis le début de l'invasion. Ces chiffres sont en partie confirmés par les registres des tribunaux russes, qui montrent que plus de 20 000 affaires pénales liées à la désertion, à l'absence non autorisée et à la désobéissance ont été traitées entre la fin de 2023 et mai 2025. Les rapports indiquent une forte augmentation de ces cas en 2024 et 2025, certaines estimations, prévoyant jusqu'à 70 000 désertions, rien qu'en 2025. Cela pourrait concerner 10% des forces russes en Ukraine. Le 17 septembre, Poutine a déclaré lors d'une réunion des factions parlementaires qu'environ 70 000 soldats russes étaient déployés en Ukraine. Alors, qu'est-ce qui explique le nombre croissant de désertions ? La Russie applique des sanctions sévères pour la désertion, allant jusqu'à 15 ans de prison, ou semble-t-il, la mort par kamikaze russe. Drone. Les facteurs comprennent de lourdes pertes, un commandement défaillant, des conditions dures dans les unités Storm Z et un désenchantement croissant. Le groupe de défense des droits de l'homme Get Lost aurait aidé entre 26 000 et 48 000 Russes à tenter d'éviter ou de fuir le service militaire. Cependant, aussi grave que cette situation puisse paraître pour la Russie, l'Ukraine fait face à un problème bien plus important de désertion et d'abandon non autorisé de position. En réponse à une demande du portail d'information ukrainien Pravda ukrainienne, le bureau du procureur général d'Ukraine a révélé il y a quelques semaines que les forces de l'ordre ukrainiennes avaient ouvert près de 290 000 affaires pénales pour abandon non autorisé d'une unité militaire et pour désertion. De janvier 2022 à septembre 2025, plus de 235 600 affaires concernaient l'absence non autorisée, dont 53 954 pour désertion. Le nombre d'affaires aurait également augmenté en 2025, des sources comme le journal allemand Berliner Zeitung l'indiquent. L'an dernier, le nombre de soldats déserteurs a doublé par rapport aux 25 premières années de la guerre. Près de 29 000 soldats ont repris leur poste après l'instauration par le gouvernement ukrainien d'une procédure simplifiée de retour sans poursuite. Mais il semble qu'ils continuent de partir à un rythme bien plus élevé que celui auquel ils reviennent. Les raisons avancées pour ces chiffres massifs ressemblent à celles expliquant les taux élevés de désertion en Russie. La fatigue, une formation insuffisante, des conditions de service floues, la frustration, les pénuries, de faibles salaires, la corruption et un commandement militaire faible ou une profonde méfiance envers des commandants dont les ordres entraînent souvent de lourdes pertes. Les difficultés de l'Ukraine à mobiliser assez de personnel pour défendre et repousser la Russie ont été largement médiatisées. Les désertions aggravent ces difficultés de mobilisation. En janvier, le Kiev indépendant a indiqué que près de 6 millions d'Ukrainiens n'avaient pas actualisé leurs données auprès des centres de recrutement militaires, et que la plupart d'entre eux n'ont probablement pas de motif pour un report ou une exemption. Cela suggère qu'un grand nombre d'entre eux évitent probablement tout contact avec les autorités pour échapper à la mobilisation. S'ajoute ensuite la résistance publique à la mobilisation et la réticence de l'Ukraine à enrôler les moins de 25 ans, rendant le problème de la désertion plus aigu, alors que les forces ukrainiennes sont déjà en infériorité numérique. En septembre, Oleksandr Sersky,
chef des forces armées ukrainiennes, a indiqué que la Russie surpassait l'Ukraine en effectif, avec un rapport de 3 pour 1, au total et de 4 à 6 fois sur les principaux fronts. Si la Russie dispose de 70 000 soldats sur les lignes de front, cela implique que l'Ukraine compte environ 290 000 militaires actifs actuellement engagés dans les combats. Les deux camps mettent en avant les désertions adverses, soulignant ce que cela révèle sur leur tactique et leur manque de considération pour les soldats en première ligne. En fait, si l'on analyse les différents récits de ce qui se passe dans la guerre en général, on pourrait avoir l'impression d'observer deux conflits totalement différents. Gerasimov a informé Poutine le 26 octobre que 5000 soldats ukrainiens étaient encerclés près de Kupiansk et 5500 autour de Pokrovsk. Les cartographes pro-russes valident apparemment les revendications territoriales. Zelensky a qualifié ces affirmations de mensonges total et a précisé que ce n'était pas la première fois. Des cartographes comme Deep State et l'Institut pour l'étude de la guerre sont d'accord. Ils présentent un tableau très différent. Situation similaire à Malat-Tokmachka, où les Russes disent avoir établi un point d'appui en ville pour développer une tête de pont vers Orokiev. Si c'est vrai, c'est sans doute grâce aux 4 véhicules blindés épargnés par les forces ukrainiennes dans notre reportage principal. Peut-être qu'ils ont réussi à débarquer quelques troupes forces aéroportées russes, qui ont ensuite pu sécuriser certaines positions dans la ville. Mais l'Ukraine nie toute présence russe là-bas. Si l'évaluation de Kiev est juste, cela souligne combien l'offensive russe à Zaporijia faiblit. Les forces de Moscou ont engagé des parachutistes d'élite, des blindés, et même leurs propres drones dans la bataille, pour finalement tout perdre dans les mêmes champs qu'ils espéraient en conquérir. C'est un autre signe que les forces d'élite russes sont épuisées peu à peu par leur propre chaos. La Russie a testé son missile de croisière nucléaire Bouriavestnik. Affichant une portée quasi illimitée et une puissance de feu énorme, le missile a été qualifié d'invincible par Vladimir Poutine et comparé à un Tchernobyl volant par le chef de l'armée russe. Sur le papier, c'est l'une des armes les plus puissantes au monde. En pratique, c'est un désastre total et absolu. Démonstration de puissance inutile, valeur quasi nulle et histoire sombre, pleine d'échecs et de chaos. Voici l'histoire complète du missile 9 M730 Bouriavestnik, y compris les parties que Vladimir Poutine ne veut pas que l'on connaisse. Le Bouriavestnik, aussi appelé Skyfall par l'OTAN, vient peut-être de réussir son premier vol d'essai longue distance, mais il est développé depuis des décennies. En fait, le professeur Marc Galliotti, un éminent analyste de la Russie et chercheur à l'Institut royal des services unis, pense que le projet a commencé à l'époque soviétique. Il déclare: ces nouveaux systèmes trouvent leur origine à l'époque soviétique. Ils ont été sortis des tiroirs et ont bénéficié de nouveaux investissements. En 2001, alors que les États-Unis s'apprêtaient à quitter le traité sur les missiles antibalistiques, et seulement un an après le début du régime de Poutine, la Russie a pris la décision de relancer ce projet vieux de plusieurs décennies. Sur les bases de l'époque soviétique, elle a lancé le développement d'un nouveau missile. Un missile de croisière à propulsion nucléaire, capable de pénétrer n'importe quel système de défense antimissile basé sur des intercepteurs et de parcourir d'immenses distances pour frapper n'importe quelle cible, n'importe où dans le monde. D'un côté, il est facile de comprendre pourquoi la Russie voudrait développer une arme de ce genre. Les missiles à propulsion par fusée ont un temps de vol et une portée limitée. Ils sont toujours limités par la quantité de carburant qu'ils transportent, contrairement aux missiles Bouriavestnik, totalement différents. Bien qu'on ne sache pas exactement comment il fonctionne, ni quels sont ses mécanismes internes et ses composants principaux, on sait qu'il est propulsé par son propre réacteur à fission nucléaire et, très probablement, par un moteur statoréacteur. Le principe de fonctionnement est assez simple, en théorie. Alors que le missile vole, l'air est forcé d'entrer dans l'admission du moteur. Cet air est ensuite chauffé à l'aide du réacteur nucléaire, ce qui le fait se dilater à des vitesses incroyablement élevées. Il quitte le moteur par la tuyère arrière, générant la poussée pour que le missile poursuive son vol. Un tel système permettrait à un missile nucléaire de voler bien plus loin et longtemps que tout équivalent conventionnel. Il peut théoriquement être lancé d'un point et parcourir des milliers de kilomètres jusqu'à l'autre bout du monde, réaliser des manœuvres pour éviter les défenses aériennes ennemies, et même rester en vol stationnaire pendant plusieurs heures, voire plus longtemps, avant de finalement frapper sa cible. Cela ouvre des opportunités sans précédent pour toute force militaire qui contrôle une telle arme. Ils auraient le pouvoir d'attaquer n'importe quel ennemi ou infrastructure, n'importe où, dans le monde, à tout moment de leur choix. Ce serait un moyen de dissuasion presque sans égal, surtout s'il était équipé d'une ogive nucléaire. Il y a juste un problème.
Les États-Unis, première puissance militaire, avaient déjà essayé de créer ce missile il y a près de 70 ans. Ils ont finalement abandonné le projet après avoir vu à quel point il était chaotique et dangereux. Dans les années 1950, l'États-Unis Air Force a étudié l'utilisation d'avions et missiles à propulsion nucléaire via son projet de propulsion nucléaire aéronautique. L'idée d'un moteur statoréacteur nucléaire fut explorée pour la première fois, au milieu des années 50, par deux grands ingénieurs, Frankie Rom et Eldon W. Sams, du Lewis Research Center du Comité consultatif national pour l'aéronautique. À la même époque, la Commission de l'énergie atomique des États-Unis, Commission de l'énergie atomique, étudiait aussi l'usage d'une fusée nucléaire comme étage supérieur d'un missile balistique intercontinental. Ils cherchaient effectivement des moyens d'exploiter les capacités uniques de l'énergie nucléaire pour fabriquer des missiles pouvant aller plus loin et voyager plus longtemps que tous ceux jamais inventés. Le 1er janvier 1957, le Commission de l'énergie atomique et l'armée de l'air ont franchi de nouvelles étapes. Ils ont lancé le projet Pluton et donné des instructions aux ingénieurs du laboratoire Lawrence à Berkeley, Californie. Construire et tester réellement le premier statoréacteur nucléaire au monde capable d'alimenter un missile supersonique à basse altitude, le Supersonic Low Altitude Missile, s'est avéré être une entreprise gigantesque pour le projet Pluton. De nouvelles installations ont été construites selon des spécifications strictes pour réduire les risques lors de la manipulation de composants très radioactifs. Cela incluait le bâtiment 2200, un doté de murs jusqu'à 2,5 mètres d'épaisseur, et de fenêtres d'observation en verre plombé de 1,2 mètres, et même un abri anti-atomique spécialement aménagé à proximité, lieu de refuge pour les scientifiques en cas de catastrophe nucléaire majeure. Le complexe de recherche devait avoir un réseau ferroviaire dédié pour transporter les réacteurs expérimentaux radioactifs vers et depuis le site d'essai. La construction a coûté 12 millions de dollars, soit environ 120 millions actuels. Et le travail devait être effectué avec la plus grande précision et le plus grand soin. Une seule erreur, omission ou mauvaise estimation aurait pu causer une catastrophe. Heureusement, les bonnes personnes ont été choisies pour ce projet et ont réussi à terminer le travail sur deux moteurs expérimentaux. Nom de code, Tori 2A, qui était le premier statoréacteur nucléaire au monde et a été testé en mai 1961, et Tori 2Z qui était nettement plus grand et a été testé en mai 1964. Les deux moteurs ont fonctionné, donc les essais ont été couronnés de succès dans une certaine mesure. Le 1er juillet 1964, 7 ans et demi après son lancement, le projet Pluton a été officiellement annulé. Il y avait 3 raisons principales à cela. La technologie des missiles balistiques intercontinentaux, missiles balistiques intercontinental, a progressé bien plus vite que prévu par les experts militaires. Cela a effectivement réduit le besoin de missiles de croisière à propulsion nucléaire, puisque les missiles balistiques intercontinentales présentaient en bon nombre des mêmes avantages. Ils pouvaient parcourir des distances incroyables pour frapper des cibles partout dans le monde, et étaient également capables de se déplacer à des vitesses remarquables, plusieurs fois plus vite que la vitesse du son, ce qui les aidait à échapper aux défenses aériennes ennemies. Les missiles balistiques intercontinentales sont plus rapides et moins vulnérables à l'interception que les missiles de croisière à propulsion nucléaire conceptuelle. Il existait aussi des préoccupations environnementales et de sécurité publique liées aux essais, au stockage, au transport et à l'utilisation de missiles nucléaires. En travaillant sur le projet Pluton, les scientifiques ont constaté que les réacteurs nucléaires non blindés provoquaient une fission mortelle. Des sous-produits, comme le césium-137 et l'iode-131, étaient rejetés dans l'atmosphère par les panaches d'échappement du moteur. En d'autres termes, un missile de ce type avait le potentiel de contaminer tout ce qui se trouvait sur sa trajectoire de vol, empoisonnant les écosystèmes et répandant la pollution radioactive partout. Les essais étaient presque impossibles, car les responsables ne trouvaient pas d'endroit raisonnable, sûr ou approprié pour l'utiliser. Troisièmement, et surtout, il y avait trop de risques et de variables imprévisibles associés au moteur nucléaire et à d'autres composants. Le risque que le missile s'écrase et provoque une catastrophe majeure était trop élevé, et les défis techniques liés à la fabrication et à l'entretien de moteurs nucléaires à air étaient énormes. Les coûts ont explosé, et malgré leur succès, l'équipe de développement a affronté de nombreux problèmes, dont la corrosion due au flux de neutrons et des systèmes électroniques défaillants, en pesant les avantages de plus en plus minimes face aux inconvénients relativement énormes. Le département de la défense des États-Unis a choisi d'abandonner le projet pour se concentrer sur des technologies de missiles balistiques intercontinentales plus fiables, stables et abordables. Les États-Unis ont la plus puissante armée mondiale depuis des générations,
Ils ne prennent jamais de décision à la légère et n'auraient pas abandonné le projet Pluton sans de très bonnes raisons. La Russie aurait dû tirer une leçon claire de cette histoire. Elle aurait dû comprendre que les missiles à propulsion nucléaire n'étaient pas viables. Et elle aurait pu s'épargner énormément de temps, d'argent et de tracas en suivant l'exemple des États-Unis et en passant à d'autres domaines de développement. Vladimir Poutine a relancé le projet, déclenchant involontairement une série d'événements dévastateurs qui ont causé plusieurs morts. Depuis la reprise des travaux sur le Bouri Vesternik, tous les essais en vol du missile ont échoué. En novembre 2017, un missile a été lancé depuis Pankovo, sur l'île Yuzhny, dans l'océan Arctique. Il a volé 2 minutes sur 34 km, avant de s'écraser dans la mer de Barents, entre Norvège et Russie. Plusieurs autres échecs de vol ont aussi été signalés, environ une demi-douzaine. Les missiles Boura-Vesternik auraient perdu le contrôle après la défaillance de leurs propulseurs et la déstabilisation de leurs réacteurs nucléaires, plusieurs finissant au fond de la mer Blanche, au large de la côte nord-ouest de la Russie. À chaque fois, des radiations étaient libérées dans l'environnement, libérant tritium et césium dans l'air, la glace et l'eau, empoisonnant la faune locale et polluant les écosystèmes durablement. Comme toujours, le Kremlin a tenté de cacher ces catastrophes, et, en mars 2018, semblait ne pas être découragé par les échecs répétés du missile. À ce moment, le président Poutine a prononcé son discours annuel sur l'état de la nation, présentant le Bourevestnik au public russe et mondial. En présentant le missile, Poutine a déclaré « Nous développons de nouvelles armes stratégiques qui n'utilisent aucune trajectoire balistique vers leur cible. Ainsi, les systèmes de défense antimissiles sont totalement inutiles contre eux. L'un d'eux est une petite unité d'énergie nucléaire puissante pouvant équiper un missile, comme notre X-51 air-sol ou le Tomahawk américain, similaire mais avec une portée pratiquement illimitée, des dizaines de fois supérieure. » Le président russe a ensuite montré une animation du missile en action, affirmant que le missile avait déjà été testé avec succès. C'est un missile furtif à basse altitude, doté d'une ogive nucléaire, d'une portée quasi illimitée, d'une trajectoire imprévisible et capable d'éviter les systèmes d'interception. Il est invincible face à tous les systèmes de défense antimissiles et anti-aérienne, actuels et futurs. Je vais le répéter plusieurs fois. Durant le vol, le moteur nucléaire a atteint sa capacité et assuré la propulsion requise. Après le succès du lancement et des essais au sol, nous pouvons développer un nouveau système d'armes nucléaires stratégiques à missiles à propulsion nucléaire. Poutine a longtemps été un maître de la propagande, et son discours a dressé le portrait d'une arme révolutionnaire qui change la donne. En réalité, le Bourevestnik avait encore littéralement du mal à décoller au moment où il a prononcé ce discours. Et 1 an plus tard, les choses allaient empirer, bien davantage. Le 8 août 2019, le programme Bourevestnik a subi sa pire et plus coûteuse catastrophe sur le site d'essai de la marine près de Neonoxa, sur la mer Blanche. Là-bas, des navires spécialisés avaient été envoyés pour récupérer un missile tombé dans l'eau. En soulevant le prototype du fond marin, un propulseur à carburant liquide connecté au cœur nucléaire du missile a explosé au contact de l'atmosphère. L'explosion tua 5 techniciens sur le champ. Selon d'autres rapports, 2 ou 3 employés supplémentaires sont morts plus tard de complications dues à l'irradiation, portant le total à environ 7 victimes. Les personnes concernées auraient montré des symptômes d'exposition aiguë aux radiations, comme une nécrose de la peau, des hémorragies gastro-intestinales et une défaillance multiviscérale. D'autres membres du personnel présent sur le site de l'incident ont été exposés à des doses exceptionnellement élevées et dangereuses de rayonnement ionisant. Ils ont ensuite souffert de maladies graves, brûlures, nausées et autres effets. De nombreux secouristes, y compris les premiers intervenants et ambulanciers, n'ont pas reçu d'avertissement, ni été informés sur la nature de l'accident. En conséquence, eux aussi ont été exposés aux radiations nucléaires, plusieurs ayant signalé une augmentation du nombre de globules blancs et des risques potentiels pour la santé à long terme, qui n'ont pas été rendus publics. L'explosion a dispersé plusieurs éléments dangereux dans l'environnement, dont les isotopes de strontium 91, barium 140 et lantane 140. Les niveaux de rayonnement gamma ont fortement augmenté dans des villes comme Severodvinsk, à 30 km de l'explosion. Ce fut une véritable catastrophe, avec des vies innocentes perdues, d'innombrables personnes mises en danger, et des écosystèmes empoisonnés pour les années à venir. Après un tel événement,
Beaucoup de généraux et dirigeants auraient pris la bonne décision et annulé le programme à ce moment-là. Ils auraient logiquement conclu qu'il était trop dangereux de continuer. Mais pas Poutine. Le dirigeant russe a toujours montré un mépris insensible pour la vie humaine. Il se soucie peu de la mort des Russes ordinaires ou de la destruction de la nature. Tant qu'il maintient ou étend sa mainmise sur le pouvoir, peu importe combien de vies sont perdues ou quel prix la population doit payer. Donc, sans surprise, il a pris la décision de poursuivre le projet, même lorsqu'il rencontrait les veuves de ceux qui avaient perdu la vie. Il aurait déclaré « Nous allons certainement perfectionner cette arme, quoi qu'il arrive. » En d'autres termes, il ne se souciait pas du nombre de personnes mortes lors de la catastrophe de la mer Blanche, ni du nombre de personnes qui pourraient encore périr lors d'échecs ultérieurs. Il voulait son missile, et rien ne l'arrêterait pour l'obtenir. Ainsi, le développement a continué jusqu'à aujourd'hui avec le récent essai en vol long porté du missile Bouravestnik. Le 26 octobre, aux côtés du chef de son armée, le général Valery Gerasimov, Poutine a confirmé que le missile avait effectué un vol arctique de 14 000 km, soit 8 700 miles. Je me souviens que lors de l'annonce du développement de cette arme, même des spécialistes de haut niveau m'ont parlé. L'objectif était noble et respectable, mais inatteignable dans une perspective historique proche. Encore une fois, c'était l'avis de ces experts de haut niveau, et maintenant les tests décisifs ont été achevés. Un important travail reste à faire pour rendre cette arme opérationnelle et finaliser toutes les réglementations. D'après ce que je comprends, les principaux objectifs ont été atteints. Vladimir Poutine a ensuite continué à se vanter qu'il s'agit d'un produit unique, que personne d'autre dans le monde ne possède, avant de l'annoncer. Nous devrons déterminer à quelle catégorie d'armes appartient ce nouveau système, et identifier les modes d'utilisation possibles. Et préparer l'infrastructure pour l'intégrer à nos forces armées. Le général Gerasimov, quant à lui, a étrangement comparé le missile à un minuscule Tchernobyl volant, faisant référence à la centrale nucléaire célèbre pour la catastrophe de 1986, lorsqu'un réacteur a explosé. Les experts militaires nucléaires du monde entier ont réagi à la nouvelle avec un mélange de choc, d'indignation et de mépris. Jeffrey Lewis, expert en non-prolifération nucléaire au Middlebury College, a déclaré « C'est une mauvaise évolution. C'est une arme de science-fiction de plus, qui va être déstabilisante, et difficile à prendre en compte dans le contrôle des armements. » Dans un article du Kiev Post, Chuck Farah, ancien chef d'escadron de l'équipe 6 des Navy Seals américains, a partagé son point de vue. Le Bouravestnik incarne une folie frankensteinienne. Une idée d'apocalypse abandonnée il y a des décennies par les États-Unis car trop dangereuse et irréalisable. Pour compenser ses défaites militaires et son isolement économique, la Russie agit de façon irresponsable, ravivant ce monstre de Frankenstein au détriment de vies humaines et d'héritage. Farah a poursuivi en notant que, selon les experts, la conception non blindée d'un missile comme celui-ci est totalement irréalisable. Il ne sera jamais totalement fiable ou sûr, et si la Russie poursuit ses tests, une contamination radiologique généralisée en résultera inévitablement. Le Bouravestnik n'est pas un atout stratégique, mais une manœuvre inutile et dangereuse. Son passage laisse une cicatrice toxique sur l'Arctique fragile, où la fonte des glaces favorise la diffusion des radionucléides dans les courants mondiaux. Mais peut-être que la réaction la plus grande, la plus audacieuse et la plus accablante est venue du président américain, Donald Trump. À bord d'Air Force One, Trump a été interrogé sur l'essai du Bouravestnik par la Russie, et a répondu sans ambiguïté. Ils savent que notre sous-marin nucléaire, le meilleur du monde, est juste au large de leur côte. Donc, je veux dire, il n'a pas besoin d'aller à 8000 miles. Et ils ne jouent pas avec nous, nous ne jouons pas non plus avec eux. Je ne trouve pas approprié que Poutine dise cela. Il devrait aussi arrêter la guerre. Une guerre qui aurait dû durer une semaine, en est bientôt à sa 4e année. C'est ce qu'il devrait faire. Au lieu de tester des missiles, l'avis de Trump était clair. Si Poutine veut intimider l'Occident avec sa nouvelle arme ou jouer à des jeux de mine, il sera très déçu. Comme le note le président américain, l'Amérique dispose elle-même de beaucoup de puissance de feu. Dotée d'un large arsenal nucléaire, de missiles de pointe et de sous-marins nucléaires positionnés stratégiquement dans le monde. Elle n'a aucune raison de craindre le nouveau missile de Poutine, vu son échec jusqu'à présent. Et alors que les forces russes continuent de patauger en Ukraine, le Kremlin, pour être franc, se ridiculise en se vantant de ses toutes nouvelles technologies de missiles, alors qu'il peine à prendre et garder des villes face à un adversaire bien plus faible. Dans l'ensemble, cela ressemble simplement à un autre exemple de l'hubris de Poutine qui prend le dessus sur lui.
Même si le dirigeant russe croit projeter de la puissance en portant une tenue de combat et vantant la portée de son nouveau missile sophistiqué. En réalité, il n'a jamais paru aussi faible ou vulnérable qu'en ce moment. Découvrez le désespoir de Poutine dans cette vidéo qui analyse comment la Russie a récemment simulé une victoire en Ukraine pour persuader le monde qu'elle gagne la guerre. Regardez cette vidéo pour voir comment les agriculteurs ukrainiens déjouent les forces russes, prouvant que la machine de guerre du Kremlin est bien plus faible et docile qu'on ne l'aurait cru. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir en premier les dernières actualités et évolutions majeures de la guerre Russie-Ukraine.